On va s'asseoir les dernières personnes. Bien, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de saluer chacun d'entre vous qui vous êtes inscrits pour participer à cette soirée depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est la première fois que nous faisons une soirée à guichet fermé avec 239 participants, ce qui démontre, s'il n'était encore besoin, la pertinence et l'intérêt du sujet de ce soir. Malgré une actualité dramatique sur laquelle nous reviendrons indirectement certainement au cours de la soirée, permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2015, numérique par essence, mais aussi pleine de sagesse. En tant que président de Supélec Numérique, j'ai le plaisir d'ouvrir cette soirée, mais je salue immédiatement les présidents et représentants des autres associations avec qui nous avons préparé cette soirée. Joachim Treyer, président de Sopran Numérique, Bernard Duverneuil, administrateur de l'association des anciens élèves de l'X, et Bernard Busseil, président de HEC Numérique. Nous conclurons cette soirée. Je souhaite maintenant m'adresser, saluer et remercier la présidente de la CNIL qui lui a fait le plaisir de répondre très vite à notre invitation pour parler ce soir de la donnée et de sa protection. Permettez-moi de vous lire la phrase que l'on trouve en chapeau de votre site et qui décrit, ma foi, probablement bien les missions de la CNIL: protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles. Enfin, je salue les invités des écoles, entreprises et associations, en président de l'association Supélec, qui se sont joints à nous pour cette soirée. Et je remercie vivement l'équipe qui a organisé, avec d'une main de maître Martine Cabral qui a géré ça comme un projet d'État avec des conf-calls quotidiens, et Pierre Chavy qui va avoir le plaisir de vous filmer, de filmer cette soirée. Bien, après l'année 2014 où nous avons parlé de cloud, d'Internet des objets, de Big Data, de Smart City, de maquette numérique, il nous était apparu utile et important de mieux comprendre comment la donnée devait et pouvait être protégée dans ce contexte de profonde mutation du numérique. Mais surtout, comment le faire sans freiner le droit ou la possibilité d'innover et de créer de nouveaux usages. Pour cela, le témoignage de la présidente de la CNIL, qui par ailleurs joue un rôle majeur au niveau européen sur ces questions, nous est apparu comme la meilleure réponse. Aussi, ce soir, nous parlerons du rôle de la CNIL, de son évolution, des sujets nouveaux à affronter, de la sécurité des données et probablement aussi des données liées à la sécurité. Je conclurai mon introduction en rappelant les 5 piliers que vous allez probablement commenter et qui sont au cœur de votre proposition du 13 janvier 2015 au regard de la loi numérique du gouvernement: le renforcement de l'effectivité des droits pour les personnes, la simplification des formalités et des règles applicables pour les entreprises, l'amélioration du cadre juridique de certains traitements, le renforcement des relations entre la CNIL et les pouvoirs publics, et enfin l'adaptation des pouvoirs de la CNIL, notamment en vue de renforcer l'efficacité et la crédibilité de la politique de contrôle et de sanction. Voilà, permettez-moi de vous donner la parole. Merci. Bonsoir, merci d'être, merci Philippe pour sa parole, merci de venir aussi nombreux. Pour ceux qui veulent quitter, qui veulent poser des questions par tweet, vous avez un hashtag qui est hashtag #SupélecNu. Voilà, donc si vous avez des questions pour aller. Il y aura une séance de questions-réponses, je vous dirai juste un petit rapide point sur l'agenda, mais enfin si vous voulez déjà apporter des réflexions, voilà, on a Rémi qui est dans un format qui suit tous vos tweets.
Donc, bonsoir, donc, je suis Frédéric Simotel, je suis directeur de la rédaction de 01 Business, je suis journaliste sur BFM Business et BFM TV, donc évidemment tous ces sujets-là, on en parle chaque semaine. Je peux même vous dire que maintenant, on parle même de numérique le matin à 6h50 chez Jean-Jacques Bourdin. J'ai l'occasion d'être les demain, vous allez voir, il s'intéresse, on commence à venir dire que c'est un sujet un peu, voilà, du grand public et aux entreprises. Alors, ce problème de la protection, de la gestion des données est un sujet évidemment qui nous suscite tous, tant en tant qu'individu particulier qu'en tant que collaborateur dans une entreprise ou chef d'entreprise. Évidemment, la masse considérable d'informations est en train de croître et puis ça ne va pas s'arrêter là, parce que tous nos objets sont connectés. On n'y est pas encore, mais quelques-uns d'entre vous étaient peut-être au CES de Las Vegas la semaine dernière. Ça y est, c'est rentré les t-shirts, les montres, et là on parle que dans le domaine du grand public, mais dans le domaine de l'entreprise, voilà, tout ce qu'on appelle le machine-to-machine, que vous connaissez certainement, voilà, ça se développe de façon considérable. On parle évidemment beaucoup de big data, on va en parler ce soir. Donc les enjeux sont considérables et le but de cette conférence est de voir avec les invités s'il y a des limites à cette innovation. Voilà, il faut faire attention à cette protection des données. Donc on va vraiment parler sans tabou ce soir avec Isabelle Falquet-Pierrotin, qui est présidente de la CNIL. Alors dans le déroulé, je vais passer dans quelques instants la parole à Isabelle Falquet-Pierrotin qui va nous rappeler un peu le rôle de la CNIL, voilà, que vous sachiez un peu quelles sont les missions, et puis un rôle qui est amené à évoluer évidemment aujourd'hui. Puis nous aborderons des thèmes autour évidemment de la protection des données. Est-ce que ça peut être un handicap à l'innovation? Et oui, ce sera la question de la soirée. On verra aussi que tout cela, il ne faut pas le réfléchir seulement au niveau français, mais au niveau européen, voire international. Donc comment la CNIL, justement, il y a un groupe qui s'appelle le G29, dont on parlera certainement, qui pilote toutes les CNIL européennes. Voilà, il y a une action aussi à entreprendre dans ce domaine. Et puis on pourra parler société, on pourra parler éducation, pédagogie. Voilà, donc on va avoir cette discussion avec Isabelle Falquet-Pierrotin. À la fin de son discours, on fera un entretien tous les deux et on essaie de créer beaucoup d'interactivité. Donc je poserai 3-4 questions, ensuite je me tournerai vers vous si vous avez des questions. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et puis en toute fin, on sera aux alentours de 8h25, 8h30. Je ferai monter les quatre puissances invitantes ce soir, Bernard Duverneuil, Joachim Freyer, Philippe Sajot et Gérard Russel, qui viendront nous rejoindre ici et qui, ce sera la conclusion de cette soirée, voilà, on sera aux alentours de 20h40. Je vous cède la parole et puis ensuite on aura cette discussion tous les deux. Merci. Bonjour à tous et merci de me donner la parole ce soir. Je voudrais juste commencer par quelque chose qui est peut-être un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais qui est un petit témoignage de la manière dont à la CNIL on a vécu l'événement de la semaine dernière. La CNIL est une autorité en charge de la défense des libertés. Et évidemment, ce qui s'est passé la semaine dernière a, je dirais, particulièrement impacté les agents de la CNIL. Ils sont allés très vite sur place. Et si je commence par ça, c'est parce que, au-delà de tous les débats intellectuels et théoriques qu'on peut avoir sur le big data, l'Internet des objets, et ces grands principes juridiques qui nous gouvernent, derrière tout ça, il y a des gens. Il y a des hommes et des femmes. Et que dans le fond, ce dont nous allons parler ce soir, c'est dans le fond, quelle est aussi la vision de la société qu'on veut avoir dans cet univers numérique. Alors, le titre Big Data, c'est un titre évidemment qui est à la mode. Vous l'avez dit, on en parle tout le temps du Big Data. Et j'imagine que si on donne la parole à chacun d'entre vous, vous aurez chacun d'entre vous une définition du Big Data qui sera différente. Moi, dans le fond, ce qui m'intéresse dans ce terme de Big Data, c'est que ça illustre finalement le changement d'univers numérique qui est en train d'être opéré. On est en train de passer à une nouvelle phase du numérique avec le big data, avec les objets connectés. Et si je devais la qualifier, cette nouvelle phase, je dirais c'est une sorte de numérique ambiant. C'est plus simplement des technologies X ou Y, c'est plus simplement des usages d'un certain type, c'est pas aller sur Internet ou participer à un réseau social. C'est dans le fond, toute notre vie, c'est du numérique.
Et toute notre vie, ce sont des données que nous émettons, des données que les sociétés émettent, des données que des capteurs divers, de la voiture au téléphone, au radiateur, à la caméra de vidéosurveillance émettent. Et tout ça, c'est le big data, c'est l'univers numérique dans lequel nous vivons. Alors, on sent bien effectivement que cet univers, c'est pas du tout celui qui était celui de la CNIL en 1978. L'univers de la CNIL en 1978, c'était un univers qui était beaucoup plus simple. Il fallait encadrer les grands fichiers publics et il fallait protéger l'individu par rapport à ces grands fichiers publics. Et pour ça, la CNIL avait des armes qui étaient essentiellement du contrôle a priori et très peu de sanctions. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas du tout face à ces grands fichiers publics, ou du moins pas seulement. On est dans l'univers de la donnée qu'il faut réguler. Et cet univers de la donnée, il apporte, et on va en parler dans un instant, énormément de créativité, d'innovation. C'est extraordinaire ce que l'on peut faire désormais avec toutes ces données. Mais effectivement, en termes informatique et liberté, ça pose quand même des questions nouvelles. Alors, je ne vais pas, je dirais, toutes les lister ici, mais je dirais schématiquement, il est certain qu'avec cet univers du big data, il est possible, et c'est ça l'intérêt aussi, de personnaliser le service offert aux consommateurs, aux citoyens, selon des modalités absolument inédites. Et ça a l'air d'être assez trivial de dire ça. Mais je dirais même que le commerce, a toujours fonctionné à partir de la personnalisation. Donc finalement, ce serait juste un stade de plus. Mais quand on réfléchit à ce qu'est ce stade de plus, ça devient assez, je dirais, préoccupant. Enfin, en tout cas, ça pose question. On a une personnalisation qui, dans le fond, fait entrer dans la relation commerciale des éléments piqués partout. Piqués dans tous les éléments, dans toutes les caractéristiques de nos modes de vie. Donc, effectivement, ça devient intéressant pour l'assureur de savoir non seulement comment on conduit, pay how you drive, et puis progressivement, pay how you are. C'est-à-dire, quel type de personne vous êtes, quel type de régime alimentaire vous avez, est-ce que vous marchez beaucoup dans la journée? Et donc, on voit que la personnalisation, elle s'appuie sur des données qui sont sans cesse plus riches, voire même prédictives. On va vous offrir un produit avant même que vous ayez pensé à celui-ci. Donc, les individus, effectivement, sont à la fois extrêmement intéressés par ces nouvelles offres, mais en même temps, on voit bien que les risques, je dirais, de traçage, de ciblage des individus, ils sont quand même très importants. Et ce qu'il y a pas de préoccupant, mais en tout cas, ce qui suscite des interrogations de la part de certains de ces utilisateurs, de ces nouveaux habitants de l'univers numérique, c'est aussi, mais qui fait quoi? Parce que cet écosystème, il est extrêmement complexe. Vous avez des grands acteurs de l'Internet, mais vous avez énormément, je dirais, de start-up, de développeurs qui se branchent sur ces plateformes nouvelles autour de la maison ou autour de la voiture et qui développent, dans le fond, des applications. Et au bout d'un moment, on se dit, mais dans le fond, qui traite la donnée? Où est la donnée? Si j'ai une interrogation par rapport à un service qui m'est offert, auprès de qui je vais m'adresser? Donc, il y a à la fois une fascination, et je crois un intérêt formidable par rapport à la personnalisation nouvelle qu'offre le big data, mais dans le même temps, un sentiment des individus, des utilisateurs, un peu de perte de maîtrise et d'opacité globale de cet univers. Et j'ajouterais que la question, elle n'est pas franco-française. Tous les pays du globe s'interrogent sur les mêmes questions.
la Federal Trade Commission, la conférence mondiale des autorités de protection des données l'année dernière, toutes ces autorités, tous ces lieux ont mis à leur agenda la question de ce big data et comment finalement redonner à l'entreprise et à l'utilisateur une capacité de maîtrise. Dernier élément, et je dirais que les événements récents rendent ce dernier élément encore plus topique, c'est que dans le fond, cet univers complexe que j'ai décrit vraiment à trait extrêmement grossier il y a un instant, il a un niveau, par ailleurs supplémentaire de complexité, qui est apparu à la suite des révélations de M. Snowden, c'est que dans le fond, puise dans toutes ces données des autorités publiques pour des finalités totalement autres. Et c'est ça que nous a révélé M. Snowden. Ça n'est pas le fait qu'il y avait des services de renseignement qui travaillaient. C'est que cette infrastructure informationnelle très sophistiquée, qui est largement construite par des acteurs privés pour leurs propres objectifs, eh bien, accéder à cette infrastructure informationnelle des acteurs publics pour des finalités parfaitement légitimes par ailleurs, mais autres. Et que l'individu, une fois de plus, je dirais, était plus objet que sujet de tout ça. Alors, je ne voudrais pas parler trop longtemps, et on a dit que ça devait être interactif, mais notre paysage d'action, à nous, régulateurs français, c'est cet univers. Et la question qui nous est posée, c'est dans le fond, comment faire notre métier pour que cet univers continue à se développer dans des conditions de confiance renouvelées. Et quand je dis renouvelées, c'est parce qu'il y a eu, à la suite des révélations de M. Snowden, une forme de défiance par rapport à cette infrastructure. Donc il est important de redonner des éléments de confiance, de favoriser l'innovation, et on en a un mot, et en même temps de toujours garder à l'esprit que les données personnelles, c'est pas complètement une marchandise comme les autres. Les données personnelles, c'est d'abord un individu. Et cet individu, conformément à l'approche française, mais à l'approche européenne surtout, cet individu, il a des droits fondamentaux, et ces droits fondamentaux, je dirais, sont cristallisés autour des droits qu'il a vis-à-vis de ces données. Alors, justement, on va revenir sur l'une des premières questions, qui est la protection des données. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens aujourd'hui qui évoluent dans le monde de l'innovation se demandent si la protection des données n'est pas un handicap à l'innovation. Et est-ce que justement cette image de la CNIL va peut-être une image fausse aussi que l'on peut avoir sur les vraies missions de la CNIL, parce qu'on ne connaît pas bien, on connaît un peu les grands axes de ce que vous venez d'écrire, mais voilà, on connaît peut-être moins les phases d'accompagnement. Et donc vous expliquez pourquoi aujourd'hui, lorsque voilà cette question, est-ce que la protection des données peut être un handicap de l'innovation? Moi je suis absolument convaincu, et la CNIL dans son ensemble est absolument convaincue, que dans le paysage actuel, dans l'environnement numérique actuel, la protection des données, ce n'est pas simplement une contrainte administrative et juridique, ça peut représenter un avantage concurrentiel pour ceux qui assurent une réelle protection des données. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les consommateurs, les citoyens ont vis-à-vis de cet univers, sinon des craintes, parce que je crois que les sondages ne disent pas exactement ça, du moins une forme de malaise et d'interrogation par rapport à la manière dont leurs données sont traitées dans cet univers. Donc, il est évident que offrir des garanties en matière de protection des données représente un levier économique pour les responsables de traitement. Alors, pour le régulateur, il ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que cette affirmation doit se traduire dans qu'est-ce que fait le régulateur pour aider à la mise en place d'une dynamique vertueuse de ce type. Et évidemment, l'univers que j'ai décrit, il oblige la CNIL à repenser ses moyens d'intervention. Parce qu'on ne va pas réguler l'innovation, le numérique tel qu'il existe aujourd'hui, le déluge de données, comme on le faisait il y a 30 ans. Donc, pour accompagner l'innovation,
en fait, il faut substituer à la démarche ancienne de la CNIL, qui était une démarche de contrôle a priori, une démarche justement d'accompagnement permanent en fait auprès des responsables de traitement. Et donc en fait nous avons, je dirais, amorcé cette évolution des outils de régulation depuis maintenant 3-4 ans. Et en fait on travaille avec un certain nombre d'acteurs pour leur fournir ce que nous appelons des packs de conformité. Je vous donne un exemple. Les smart grids, les compteurs intelligents. Il y a 18 mois, dans les gazettes, dans la presse, on ne parlait que de ça, en disant c'est formidable les smart grids, ça va permettre aux uns et aux autres d'avoir des factures d'électricité qui sont plus fines, de faire des économies et de ce fait aussi de se voir proposer par un certain nombre de start-up des services liés à une facturation plus fine. Et dans le même temps, un certain nombre d'utilisateurs de ces smart grids avaient peur parce que finalement, le smart grid, potentiellement, pouvait être une sorte de mouchard installé dans les maisons, permettant de dire, finalement, la consommation a l'air de témoigner du fait qu'ils étaient 3, ils sont maintenant 4. Ils ont une activité, vous savez qu'il y a quelque chose de très intéressant sur l'Alzheimer. On a démontré que les personnes qui... il y a une corrélation entre l'inversion des cycles de sommeil et le fait de commencer à développer une pathologie de type Alzheimer. Et donc, un certain nombre de chercheurs ont dit, ben voilà, si le compteur intelligent enregistre le fait que les personnes marchent beaucoup la nuit ou utilisent des appareils électriques, prennent des bains, pas aux heures normales, mais selon une grille, bien sûr, la nuit, eh bien, ça va révéler peut-être des pathologies de ce type. Bref, il y a eu de la part des clients potentiels de ces fameux compteurs Linky des craintes par rapport à ce nouvel objet. Qu'a fait la Fédération des industries électriques et électroniques? Elle s'est rapprochée de nous et nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec les équipes de la FIEC pour, dans le fond, mettre en place des scénarios d'innovation avec eux. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous allez élaborer tous les usages que vous souhaitez et on va faire en sorte, on va travailler avec vous pour introduire dans ces usages une culture informatique et liberté. Et nous avons, in fine, bâti avec eux des scénarios d'innovation respectueux, finalement, des enjeux de privacy, et donc, in fine, des scénarios d'innovation beaucoup plus robustes. Et c'est là où je veux en venir. Je crois que la protection des données, lorsqu'elle est intégrée très en amont dans un cycle de développement de produits, dans un processus commercial, dans une approche finalement marketing ou de produits ou de services, eh bien ça donne des arguments, ça permet dans le fond de créer plus fortement la confiance avec les utilisateurs et les clients. Et ça, c'est une démarche qu'on a fait avec la FIEC, qui a ensuite été sollicitée par les assureurs, et nous avons fait un pacte de conformité avec l'ensemble des fédérations d'assurance dans le même esprit, c'est-à-dire pour bâtir une innovation qui soit plus durable, parce que plus intégrant dès le départ ces préoccupations de leurs clients, et ça marche. Alors là, on parlait du domaine de la santé, de l'assurance, mais est-ce que dans le domaine du commerce aussi, vous voyez des entreprises qui prennent conscience de cet accompagnement qui peut avoir avec la protection des données? Alors, dans le domaine du commerce, je dirais que on n'a pas encore d'exemple de pacte de conformité avec des entreprises de la vente à distance, par exemple, ou des entreprises du marketing. On travaille plus ponctuellement, je dirais, avec ces différents métiers, mais je dirais que le commerce électronique étant confronté quand même à une volatilité du client qui est extrêmement forte, tout ce qui peut retenir le client en lui disant « vous êtes quelqu'un de précieux pour nous et vos données, on va bien les traiter », je crois que c'est quelque chose qui peut parfaitement être valorisé effectivement aussi par ces métiers du commerce.
Alors, parmi les... donc on parle de protection des données, parlons aussi un peu des données. Est-ce que vous pensez que nous tous, on est vraiment conscients de savoir à qui appartiennent les données lorsqu'on communique sur un site? Voilà, on va laisser le nom, prénom, voir un peu plus d'informations. Voilà, là, dans ces cas précis, les données appartiennent à qui? Est-ce qu'on peut les réclamer? Comment ça se passe? Alors non, je crois que la plupart des gens sont effectivement extrêmement myopes par rapport à l'utilisation qui est faite de leurs données. Et ceci, effectivement, a conduit un certain nombre de commentateurs, qui réfléchissent aussi sur nos questions, à dire, mais évidemment, la réponse, c'est de donner aux citoyens, aux consommateurs, la propriété de ces données. Et ça a l'air assez séduisant comme proposition. Ça a l'air de redonner finalement du pouvoir à l'individu. Je crois qu'il faut effectivement, c'est une orientation, je dirais, de politique de la donnée qui me paraît très juste, c'est de remettre l'individu au centre du dispositif. Vous voyez, quand on a travaillé sur l'Internet des objets, dans tous les pays, je pense aux échanges qu'on a eus avec la Federal Trade Commission, on est tous, en tant que régulateurs, désireux de redonner effectivement à l'utilisateur des outils de maîtrise. Je ne suis pas sûre qu'à ce titre, la propriété des données soit effectivement un outil de maîtrise. Parce que la propriété, une fois qu'on l'a vendue, on ne l'a plus. Or, le droit actuel de la protection des données, il a un avantage considérable, c'est que vous avez des droits sur vos propres données, même si les données sont traitées par, je dirais, quelqu'un qui vous est extérieur. Alors ce qu'il faut, c'est que ces droits soient beaucoup plus facilement mobilisables et plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais la propriété n'est pas nécessairement, je crois, la bonne réponse. Et en plus, je dirais, elle déconstruirait tout ce que l'Europe a quand même construit depuis maintenant plus de 20 ans. Un actif, un patrimoine intellectuel, juridique, mais aussi humaniste. Je crois que c'est probablement pas le bon signal aujourd'hui. Alors en revanche, comment est-ce qu'on peut faire pour redonner plus de pouvoir à l'individu? Bien sûr, il faut le former. Enfin, il y a toute une action pédagogique que nous menons beaucoup au sein de la CNIL, mais qui devrait être, je dirais, passée à l'échelle dans des proportions bien différentes. Vous savez que tous les ans, il y a une grande cause nationale qui est décidée par le Premier ministre et qui met un peu en haut de l'affiche quelque chose, enfin une cause sur laquelle on demande un effort collectif. Ça fait maintenant 2 ans que nous mettons l'éducation numérique comme grande cause nationale. Nous candidatons, la CNIL, mais en fait un collectif de plus de 70 organismes, pour que véritablement il y ait un passage à l'échelle en termes de mobilisation et de formation des individus. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que nous pourrions faire. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs manières pour remettre l'individu au centre, pour lui redonner cette maîtrise. On peut lui redonner une maîtrise technique. Vous avez des solutions qui commencent à apparaître sur le marché, qui, plutôt que de stocker toutes les données dans le cloud, mettent en place un cloud personnel. Voilà une réponse technique à la volonté pour l'individu d'être vraiment maître de sa donnée. Il y en a probablement des tas d'autres, d'innovations autour de cette, je dirais, tendance de fond. Et puis, ce qu'il faut, c'est lui redonner plus de droits. Dans la loi informatique et liberté, les droits des individus sont importants. Il y a un droit d'accès, on a beaucoup parlé du droit à l'oubli. Tous ces droits existent. Ils ne sont pas suffisamment connus et mobilisés. Il faut certainement, dans la loi que prépare Madame le maire, redonner, via ces droits, une capacité à l'individu de rééquilibrer un peu ce rapport aujourd'hui asymétrique entre lui et les offreurs de biens et de services. Et puis peut-être qu'il faut créer de nouveaux droits. Il y a un droit dont on parle un peu moins que le droit à l'oubli, mais qui figure dans le projet de règlement européen, c'est le droit à la portabilité des données. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce droit.
c'est un droit qui est extrêmement puissant en termes de, d'activation concurrentielle. Le droit à la portabilité, ça consiste à dire, vous n'êtes pas prisonnier de votre opérateur de téléphone hier, de votre réseau social aujourd'hui ou de votre vendeur. Vous avez une relation commerciale avec cet acteur, vous avez développé un profil, vous avez déposé des données, vous pouvez demander, si vous souhaitez changer de réseau social, changer de fournisseur de biens et de services, vous pouvez demander dans un format interopérable la restitution de vos données. Et vous pouvez de ce fait, munis de ces données, les porter auprès de quelqu'un d'autre. Ce droit à la portabilité, ces contours doivent encore être précisés parce que ce n'est pas aussi simple à mettre en œuvre, c'est un droit qui redonne une capacité de négociation de l'individu avec les acteurs du numérique. Donc je crois que si vous voulez, au-delà de la propriété, du droit à la propriété des données, il y a toute une série de leviers et de moyens permettant de remettre l'individu au centre du numérique. Et je crois que ce serait quand même paradoxal. On vient de dire que l'univers numérique est construit autour de la donnée, et celui qu'on a l'air d'oublier, c'est l'individu. Donc, nous, notre travail à la CNIL et avec les autorités européennes du G29, c'est vraiment, effectivement, d'être cohérent et de remettre l'individu, de lui redonner une place, sinon centrale, en tout cas une place plus équilibrée au sein du numérique. Alors là, on a les données qu'on a pu saisir, voilà, où on a été un peu maître déjà de ces données, mais de plus en plus, on voit apparaître, je vais mettre ça dans un mot de vocabulaire un peu large, qui est le profilage, on va regarder comment le comportement, quand vous allez sur un site, et tout ça à notre insu. Est-ce que ces données-là aussi, quelle est votre proposition par rapport à ces données? Ben, je crois que c'est des données qui, comment dire, sont aussi la valeur ajoutée de l'entreprise. Une entreprise, sa valeur ajoutée est construite notamment par la connaissance de plus en plus fine qu'elle a de son client et toute l'intelligence qu'elle va développer à partir de ce client pour ensuite lui fournir un bien ou un service le plus adapté aux besoins de celui-ci. Donc je crois que, en tant que tel, moi je n'ai rien à dire sur le profilage. Ce que je peux dire en tant qu'autorité de protection des données, c'est que ce profilage, il est effectivement de plus en plus sophistiqué. On voit l'exemple d'Amazon que vous avez tous en tête, qui est extraordinaire, ou Netflix. C'est des sociétés qui ont une intelligence du profilage qui est absolument formidable. Mais, encore une fois, on revient à la maîtrise. L'individu, peut-être veut-il savoir pourquoi est-ce qu'on lui propose tel ouvrage plutôt que tel autre, et dans quelle catégorie, in fine, il a été profilé, ce qui a conduit à lui présenter telle offre. Peut-être aurait-il aimé une autre offre. Il y a un certain nombre de chercheurs, vous savez, qui travaillent sur le thème des bulles, en disant cette société numérique, elle va de plus en plus nous enfermer dans des bulles, lesquelles sont juste le résultat d'algorithmes. C'est-à-dire que les données, il faut bien les traiter. Pour les traiter, on fait tourner des algorithmes, et ces algorithmes vous rangent dans des catégories en fonction desquelles on vous propose tel bien ou tel service. C'est très bien, mais un algorithme, dans le fond, qu'est-ce que c'est un algorithme? C'est un modèle mathématique qui est une convention. Un algorithme, c'est quelque chose qui a été construit en fonction, je dirais, de paramètres, d'hypothèses. Peut-être qu'elles sont bonnes, mais peut-être qu'elles sont mauvaises. Et peut-être qu'en fait, vous devriez être rangé, non pas dans la catégorie A, mais dans la catégorie C. On n'en sait rien, on ne connaît pas l'algorithme. Donc je crois que ce profilage, c'est un profilage sur lequel, encore une fois, les autorités de protection des données, elles n'ont pas d'opinion, je dirais, théologique sur le profilage. Ce qu'elles veulent, c'est que ce profilage, lorsqu'il existe, on sache comment il fonctionne, que les individus aient la possibilité, dans certains cas, de dire oui ou non. Et concernant les algorithmes, qui sont ces nouveaux venus dans le débat, on ne parlait pas des algorithmes il y a à peine 18 mois. Et dans le rapport du Conseil d'État, qui a été rendu sur le numérique assez récemment,
il y a quelque chose justement sur cette transparence des algorithmes, sur le fait d'ouvrir un peu la boîte noire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas sûre que ce soit complètement possible, parce qu'on est dans le secret des affaires des entreprises. Et j'imagine mal qu'elles ouvrent, et c'est probablement assez légitime, leurs algorithmes d'une façon très transparente. Mais on sent bien, en tout cas, que les individus veulent avoir leur mot à dire. Et je crois que pour les besoins aussi du commerce, il faut probablement, si l'on veut qu'il y ait une sphère de confiance autour de ces techniques du marketing, tout ce profilage qui existe d'ailleurs aussi dans le domaine public, eh bien qu'on puisse dire aux personnes comment ça marche. Un mot, et puis ensuite on va commencer les questions aussi dans la salle. Donc je suis la présidente du G29, donc G29 c'est l'ensemble des villes européennes. Et justement, est-ce que c'est, comme je disais tout à l'heure, il faut évoluer dans un cadre européen aujourd'hui forcément, pour justement, notamment lorsque vous avez affaire à des acteurs, on parlait d'Amazon, mais voilà, il y en a d'autres, des gros acteurs américains, voilà, il faut un certain poids. Moi je suis absolument convaincu que l'échelon pertinent pour véritablement prendre des solutions, c'est effectivement l'échelon européen. C'est l'échelon européen parce que par rapport à ces grands acteurs mondiaux, c'est bien que la France dise des choses, c'est bien que la CNIL soit très active, mais ça ne suffit pas. Leur échelle est le monde. Donc il est absolument impératif, si l'on veut peser dans le débat, que l'on puisse parler au moins au niveau européen. Et nous en avons une expérience immédiate à travers les négociations que nous avons eues par exemple avec Google. Avec Google en 2012 a changé sa politique de protection des données personnelles et a unifié pour 60 de ses services en une politique unique ses conditions de protection des données. Pourquoi est-ce que nous sommes en capacité de dialoguer avec Google? C'est parce que d'abord, le G29 a mené un travail commun qui a conduit à des conclusions communes à tous les pays européens, et ensuite parce que les 6 autorités européennes qui travaillent sur la phase répressive jusqu'à maintenant ont travaillé de concert et ont pu dire à Google, écoutez, vous n'allez pas négocier avec l'italien, le britannique ou la française différemment. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire sur le plan de l'efficacité, je dirais, de l'action des régulateurs. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut travailler et agir au niveau européen? C'est parce que nous avons aussi un actif juridique et humaniste au niveau européen qui est exceptionnel. Les événements récents l'ont illustré. Donc, ça n'est pas aujourd'hui que sur ces questions de liberté, il faut déconstruire l'Europe. Au contraire, il faut dire aux acteurs mondiaux, nous ne sommes pas, sur ces questions de protection des données, un continent fermé. Ça, je crois que ce serait vraiment illusoire. Mais vous êtes invités à venir chez nous à nos conditions. C'est-à-dire, si vous prestez des biens et des services chez nous, c'est en offrant aux Européens les conditions de garantie que nous avons chez nous. Et c'est pour ça que la révision de la directive de 1995, qui est le cadre juridique européen commun à toutes les autorités en termes de protection des données, et qui va être revu à travers un règlement européen, c'est absolument fondamental que ce règlement européen soit adopté l'année prochaine, en 2015. Parce que sur l'ensemble de ces questions, et il y en a beaucoup, hein, on n'a pas parlé de la surveillance, on n'a pas parlé des accords commerciaux entre l'Europe et les États-Unis, il y a plein de sujets qui touchent en fait la question de la protection des données. Il est évident que si l'Europe a une identité forte, elle est beaucoup plus en position de négocier d'égal à égal avec les États-Unis, avec les pays asiatiques, avec la Chine, que si on arrive en ordre dispersé. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous serons plus forts, y compris dans nos positions françaises, si nous travaillons en coopération avec nos homologues européens. Vous avez répondu d'ailleurs à une des questions, je rappelle, hashtag Supélec-Num, il y avait quand y aura-t-il des lois européennes identiques sur la protection des données, concrètement on a déjà une directive commune qui date de 1995, mais elle a été élaborée à une époque où toutes ces questions étaient très différentes.
Donc effectivement, il y a un processus de révision de ce cadre juridique qui doit aboutir à un règlement, donc à une loi véritablement commune européenne, dont l'aboutissement est prévu pour 2015. Alors, il y a d'autres questions sur Twitter, il y a peut-être des questions dans la salle. Juste donnez votre nom et des questions assez courtes. Bonsoir, merci beaucoup, Marc Beaulieu. Donc d'abord bravo pour votre travail. Je voulais juste essayer de comprendre, pour aller un tout petit peu plus loin dans ce que vous avez dit tout à l'heure, quels étaient les différents scénarios avec Linky, le projet avec Jean d'EDF, et du coup savoir où sont en fait stockées les différentes données et ce que vous leur avez apporté. Oui, alors les différents scénarios étaient des scénarios dans lesquels la question était de savoir à quel niveau les données étaient partagées entre les différents acteurs de la chaîne de traitement de ces informations. Entre l'opérateur de réseau, entre les start-up, les développeurs d'applications qui pouvaient apporter, je dirais, des usages nouveaux. Et donc en fait, les scénarios permettaient de différencier finalement plusieurs situations avec un partage d'informations et une intervention des différents acteurs, je dirais, à différents stades de la chaîne d'information. Donc, je dirais, c'est un peu ça qu'on a testé avec eux. Vous trouverez en fait ces scénarios, ils sont disponibles, je ne crois pas me tromper, sur notre site internet. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est en train d'essayer de porter ces différents scénarios à l'échelle européenne, justement pour en faire un pacte de conformité européen des électriciens européens. Donc, l'européanisation de la solution, enfin, de la démarche plutôt, est aussi intéressante. Une question là, puis on verra au centre. Bonsoir, Michel Gien, Twin Life. On s'intéresse à la protection de la vie privée sur Internet. Et ma question est relative à ce que vous disiez du traitement du profilage. On comprend que les algorithmes de profilage soient la propriété des sociétés qui développent ces algorithmes, mais les données qui servent à exécuter ces algorithmes, ce sont nos données à nous. Et donc, est-ce qu'il serait envisageable d'avoir accès à ces données? Parce que ça peut nous intéresser, nous, de savoir combien on a acheté, combien de fois, où est-ce qu'on est allé, où est-ce qu'on a passé ses vacances, etc., d'une manière synthétique. Alors, vous avez vu qu'il y a déjà des acteurs commerciaux qui commencent à vous proposer vos données. Je pense par exemple aux banques qui vous rangent vos dépenses bancaires par grande rubrique. Alors vous avez dépensé tant en alimentation, vous avez dépensé tant, etc. Et on voit bien que ça peut être très intéressant pour quelqu'un de récupérer la ventilation qui existe de ces données. Donc l'analyse qui est faite par l'acteur, par le banquier ou par Auchan de ces données. Et c'est pour ça que la portabilité, le droit à la portabilité, est un droit qui peut être très intéressant pour l'utilisateur, parce que dans le fond, ce rubricage, il peut ensuite être porté ailleurs pour demander à un autre vendeur: qu'est-ce que vous me proposeriez avec une structure de consommation de ce type? Est-ce qu'on peut y avoir accès en fait? Alors aujourd'hui, vous avez un droit d'accès à vos données qui existe. On peut demander à Amazon de donner toutes les données qu'ils nous posent. Sur vous. Sur nous. Vous avez un droit de demander à Amazon, comme à n'importe quel, de demander accès à vos données. C'est ce qu'a fait le fameux Max Schrems, vous savez, qui est cet étudiant autrichien qui est allé voir Facebook et qui a dit: je veux avoir accès à toutes les données que vous avez sur moi. Pas nécessairement les données de profilage. C'est bien ça la difficulté, c'est qu'en fait, il a demandé à Facebook: donnez-moi toutes les données que vous avez sur moi. Et il a reçu une centaine de liasses de données, enfin de documents, qui étaient, je pense, relativement peu lisibles. Et donc, le droit, il existe, mais il n'est pas encore suffisamment aujourd'hui ergonomique et lisible pour permettre à un individu d'en faire quelque chose.
Donc c'est pour ça que je vous dis, je crois qu'il y a un travail en gardant déjà ce premier droit pour permettre à un droit d'accès d'être effectif, c'est-à-dire pas simplement un droit juridique, mais quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à la personne qui le mobilise. Monsieur. Oui, bonjour. Christophe Klein, donc, je suis architecte chez Informatique, chez BNP Paribas, et je suis entre autres en charge de la vision informatique sur la data, sur BNP Paribas. Donc juste sur le profilage. Si on en parle dans les termes, on faisait du scoring il y a déjà 40 ans, on a effectivement des algorithmes, des inférences. Je suis capable de dire quelles sont les données sur vous dont je parle, et je suis capable de vous expliquer en langage intelligible comment ça se passe. Et pourquoi au final on est arrivé à vous catégoriser en A ou en B ou en C. Big Data, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Big Data, c'est je vais créer. Alors, on ne fait pas chez BNP. Et les banques françaises, on est tous nuls. Mais c'est pas le sujet. C'est en gros, je fais intervenir une grande spécialiste française du Big Data qui, paraît-il, d'après certains journaux, fait partie de l'équipe de France Big Data. Et voilà ce qu'elle nous explique. Donc moi, je vais me mettre à la place d'un Google ou d'un autre. Je vais créer sur vous 30 000 données. Pas 5, pas 10. Et je vais les créer moi-même en plus. Des agrégats. Alors si c'est dans la banque et que je veux faire de la fraude, je vais regarder combien vous avez payé la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Les relations entre les commerçants, donc vous avez tout le bazar. Et derrière, je vais utiliser des algorithmes purement statistiques, publics, pour l'essentiel, pour vous faire des scorings automatiques. Mais dans ce truc-là, non seulement je vais être 1000 fois plus efficace que les anciennes méthodes de scoring, mais il faut bien comprendre un truc. Je ne serai jamais capable de vous expliquer à tel moment pourquoi je vous ai fait telle proposition. Ça n'existe pas, il n'y a juste pas l'inférence. Elle n'existe pas. Donc je peux vous expliquer les principes statistiques qui gouvernent la machine automatique qui vous a fait une proposition. Je suis incapable de vous expliquer autre chose au final que j'ai créé 30 000 données, je vous envoie 50 liasses et j'ai juste pas d'algo. Enfin, j'ai rien pour vous raconter par rapport à vous. C'est ça, Big Data. Et là pour le coup, alors, je ne suis pas un spécialiste, à nouveau je vous raconte ce que vous mobilisez nous raconte. Mais encore, du coup, j'ai une vraie question. Quand vous-même vous soulevez la question de la faisabilité, je me dis, bah oui, comment on fait? Enfin, je veux dire, Google, toutes les 7 minutes, refait 3 millions de modèles, quoi. Toutes les 7 minutes. Donc vous faites quoi pour aller demander à Google, comment est-ce que tu as fait au juste, comment est-ce que tu justifies le fait qu'à tel clic, tu m'as envoyé telle pub? Toutes les 7 minutes, 3 millions de modèles. Voilà, bon courage. Voilà. C'est un peu ça le truc. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Hein. Donc, je pense qu'on y va. Enfin, dans la banque, la Big Data, c'est les données qu'on a déjà en interne. Moi, j'avais une question sur la puissance publique. Non, on m'a dit question courte, donc, mais là, je suis un peu obligé d'être sur le fond, excusez-moi. Donc là, le premier point sur la puissance publique. Donc, c'est pas. Je voulais vous remercier pour les packs de conformité, c'est super, c'est pratique, c'est pragmatique, ça c'est bien. Maintenant, je connais une députée qui est normalienne, qui me dit que ses collègues sont crasses en numérique. Ils étaient 15 la semaine dernière autour de l'Assemblée, ce qui fait quand même presque 3% des députés. Cette dame là qui travaille pour nous de temps en temps, Big Data France, elle me dit qu'en gros, les process d'innovation BPI, ce qui lui arrive en finale de l'innovation, il n'y a aucun contenu technique. Voilà, donc j'entends que vous allez augmenter vos liens avec la puissance publique au niveau de la CNIL, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression qu'on est quand même très très loin du compte. Voilà, c'était ma question. Ou est-ce que vous pensez comment? Alors, je vous précise, monsieur, que la CNIL fait partie de la puissance publique. C'est une autorité administrative indépendante. Vous êtes sur un sujet important et compliqué. Non, je crois qu'il y a une prise de conscience au sein de la puissance publique de l'importance de ces questions. Alors, cette prise de conscience, elle se fait, permettez-moi l'expression, avec les pesanteurs et, je dirais, la culture qui a été la nôtre pendant un certain nombre d'années. Et il est évident que le numérique est relativement orthogonal par rapport à ces cultures, puisque le numérique est disruptif, transversal, centré sur l'individu. On n'est pas au sein de la culture administrative classique. Mais pour autant, je crois que les pouvoirs publics, toutes couleurs confondues, ont intégré depuis déjà plusieurs années l'importance de ces questions numériques, et il y a une vraie adaptation, on le voit bien dans les interlocuteurs qui sont les nôtres. Mais je voudrais revenir juste un instant sur le big data, parce qu'effectivement, la difficulté c'est bien, dans le fond on parle de quoi? Et c'est difficile, parce que vous avez une définition, votre
intervenante en a une autre, un troisième en aurait une troisième. Il y a un point sur lequel on n'a pas discuté ce soir et qui est quand même un point important du Big Data. C'est ces données que nous laissons tous les uns les autres dans les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très intéressés par ces données, parce qu'on y révèle beaucoup de nous-mêmes. Et il y a un certain nombre de gens qui ont déjà des bases de données très conséquentes et qui se disent, ce serait formidable, ce serait intéressant, que j'enrichisse, ma base de données de mes clients avec des données que je vais récupérer dans ces espaces publics. J'en saurai un peu plus sur mon conducteur, mon assuré, mon client. Si je Google ce qu'il fait, ou je vais sur Facebook, je regarde qui. Et qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est pas évident. Ces données, elles sont a priori quasiment publiques. Les personnes les ont laissées quand même dans un contexte particulier. Ils ne s'attendent pas nécessairement que ce qu'ils ont échangé sur Facebook aide leurs assureurs à finaliser encore mieux les prestations qui leur sont servies. Et juridiquement, c'est pas nécessairement simple de savoir ce qu'on peut faire. Il y a un arrêt du Conseil d'État sur les pages jaunes qui a été rendu il y a quelques mois, qui n'est pas totalement lisible. Il dit on peut les utiliser, mais il faudrait informer la personne. Bien sûr, ça paraît difficile matériellement d'informer toutes les personnes qui sont sur Facebook. On leur dirait quoi? Vos données sont potentiellement récupérables par quelqu'un qui va puiser dans ce gisement formidable pour faire tout à fait autre chose. Ça, c'est une question de Big Data. C'est une question sur laquelle nous réfléchissons beaucoup en ce moment et sur laquelle il n'est pas simple d'avoir une réponse qui soit à la fois juridiquement précise, respectueuse du droit des personnes, parce que c'est vrai que le facteur de surprise, comme disent certains analystes étrangers, il faut diminuer surprise minimization. Vous savez, beaucoup d'anglo-saxons disent, voilà ce qu'il faut que la régulation fasse, elle doit diminuer l'effet de surprise. Vous devez vous attendre au traitement qui va être fait de vos données. Vous êtes sur Facebook, est-ce que vous vous attendez à ce que vos données soient récupérées encore une fois pour faire tout à fait autre chose? Je ne sais pas si c'est simple. Donc ça, c'est un exemple de question très précise et très complexe posée par le Big Data. Et dans toutes les industries. Alors, on a une question là-bas. Bonjour, je suis Stéphane Churin. Je vais parler pour le troisième sponsor de la soirée, pour HEC. Compte tenu du fait, alors partons du principe que la protection des données personnelles est un avantage concurrentiel. Il est prévu que l'Europe produise un saut de sécurité des données. Je pense à l'Euro Price, c'est ça, qui existe dans un des landes allemands et qui serait un bon fondement à un saut de sécurité par lequel on pourrait rétablir la confiance des consommateurs vis-à-vis des entreprises. Quelque chose qui pourrait contrer quelque chose comme Trusty, par exemple. Quelque chose dont on pourrait être fier et qu'on pourrait vendre. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et nous travaillons sur ce levier que sont les labels depuis déjà 3 ans. C'est un métier nouveau à la CNIL, mais qui correspond, me semble-t-il, tout à fait à un outil approprié de régulation dans l'univers numérique. C'est-à-dire, en fait, un univers où il faut se différencier et où la régulation peut aider à la différenciation. Donc, nous sommes en capacité de délivrer des labels CNIL depuis déjà 3 ans. Et là, nous venons de lancer justement un label qui vous intéressera beaucoup, qui est un label de gouvernance de la vie privée dans les entreprises. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que les droits des personnes soient véritablement respectés et que la protection des données personnelles ne soit pas simplement une incantation d'intellectuels et de juristes, il faut que ça rentre dans le fonctionnement quotidien des entreprises. Et pour ça, il faut qu'il y ait un dispositif interne, une gouvernance interne, des outils internes qui déclinent dans tous les compartiments de la vie de l'entreprise ce que ça veut dire d'être privacy friendly.
Est-ce qu'il y a un correspondant informatique et liberté? Est-ce qu'il y a dans la démarche marketing cette dimension-là? Est-ce qu'il y a des formations internes sur la protection des données personnelles? Quels sont tous les éléments internes de l'entreprise permettant que cette culture informatique et liberté irrigue le fonctionnement même de l'entreprise? Et ce label gouvernance, non juste de lancer, il intéresse énormément. Et on est en train justement de dialoguer avec nos homologues européens pour voir si on peut effectivement en faire un label européen, parce que dans le fond, il s'inscrit exactement dans la démarche du futur règlement qui est l'accountability. L'accountability, c'est la capacité qu'a une entreprise de faire la preuve qu'elle est conforme aux principes informatiques et liberté. Et pour ça, il faut qu'elle ait des outils internes. Et donc on leur offre, dans le fond, une boîte à outils. Et le label permettrait finalement de ciseler la boîte à outils. Donc moi je crois tout à fait à des outils de ce type permettant aux entreprises d'afficher finalement un engagement informatique et liberté, et encore une fois cet engagement est un facteur de différenciation concurrentielle. Voilà. Là on ira à monsieur tout au fond. Alors, je suis Florian Ponce. Donc, j'ai une question je vais partir d'un point de vue personnel. Quand je vais sur les réseaux sociaux, sur Google, et que je fais une recherche, je regarde un article, bon, je m'attends à ce que ça soit proche de ce que j'ai envie de lire. Mais d'un autre côté, je peux aussi avoir envie de découvrir de la nouveauté. Et un des problèmes du fait de se faire pister en permanence, c'est qu'on est en quelque sorte bloqué dans une bulle sociale, où on a systématiquement une vision qui est limitée à ce qui est présent dans la bulle et ce qui est vu par la bulle. Donc pour ça, Mozilla, la fondation Mozilla a beaucoup travaillé sur le Do Not Track, qui permet normalement de ne pas être listé sur Internet. Le problème, c'est que quand on utilise ce genre de technologie, comme peu de personnes l'utilisent, en règle générale, on est facile à identifier du fait qu'on l'utilise. Donc finalement ça ne marche pas. Donc, quelle solution apporte la CNIL pour régler ce problème, peut-être d'un point de vue légal, en imposant aux acteurs de respecter la volonté de l'utilisateur? Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur les bulles. Effectivement, je crois que c'est à la fois l'efficacité du dispositif, mais aussi sa limite. Parce que si on finit tous dans des bulles, l'ennui va naître. Et donc, l'ennui n'est pas bon pour que tout ceci continue à se développer. Donc, dans le numérique, il y a une notion, vous savez, c'est le serendipity. C'est le fait qu'on est tous intéressés à découvrir quelque chose par hasard. Et effectivement, si le profilage conduit à interdire le serendipity, je pense qu'il porte en lui-même sa propre limite. Alors, Do Not Track, effectivement, ça ne marche pas très bien. Nous avons beaucoup travaillé avec la Federal Trade Commission, avec le W3C, pour aider au développement du Do Not Track, mais cette mesure technique n'apporte pas et ne se développe pas finalement comme ces concepteurs l'avaient pensé. Alors, qu'est-ce que peut faire la CNIL? La CNIL, vous savez, la CNIL, je dirais, sa capacité d'action est aussi limitée par le fait qu'elle applique une loi. Et donc, concernant le profilage et les cookies, elle applique un cadre européen qui est construit sur le opt-in, c'est-à-dire le fait que lorsque vous profilez un individu, pour le faire, vous devez, notamment, une technique, c'est de déposer sur son ordinateur un cookie. Et le droit européen, transposé en droit français, fixe le principe du opt-in, c'est-à-dire vous devez normalement demander le consentement de la personne. Donc, le métier de la CNIL, c'est de veiller à ce que, dans des conditions de réalisme, parce qu'on ne va pas à chaque fois consentir à toutes les minutes où on reçoit un cookie, que ce principe de l'opt-in soit respecté. Donc voilà concrètement quelque chose que nous pouvons faire pour que l'individu ait une capacité
encore une fois, de maîtriser un peu le ciblage qui est fait sur lui. Il y a une question au fond, et puis Bonsoir. on va prendre la question du fond, puis on prend en deuxième, monsieur. Merci, bonsoir. Julien Minissé. Bonsoir, j'avais une question à propos des cyberassurances. Que pensez-vous des cyberassurances et de leur efficacité à protéger des pertes de données, des informations personnelles des clients des entreprises? Alors, je vais répondre par une demi-pirouette, en ce sens que je ne saurais pas vous répondre sur le fond de la cyberassurance en tant que telle. En revanche, la question de la sécurité des données particulièrement sensibles de ce type est une question qui est pour nous transversale sur l'ensemble finalement des acteurs que nous voyons, des contrôles que nous opérons. J'insiste un instant sur cette question de la sécurité. L'univers numérique, c'est un univers d'interconnexion, on l'a dit, généralisé de tout et de tout le monde. Et donc, c'est un univers de grande vulnérabilité, puisque je dirais, on est tous en lien les uns avec les autres. Ce que nous voyons dans les contrôles que nous menons ici ou là, c'est que cette prise en compte de la sécurité n'est absolument pas suffisante. En France, je dirais c'est vrai dans les autres pays européens. Il n'y a pas une culture auprès des responsables de traitement de la sécurité nécessaire des données. Parce que ce soit les assurances, que ce soit Sony, que ce soit d'autres industries, dans le fond, ils ne se voient pas nécessairement encore comme gestionnaires de données. Ils se voient comme des assureurs, ils se voient comme des gens qui font du jeu vidéo, ils se voient dans leur secteur encore traditionnel et pas nécessairement comme, dans le fond, je gère des données et en tant que tel, je gère quelque chose qui est un matériau très convoité et délicat. Et donc, nous avons, depuis quelque temps, considérablement renchéri l'action de la CNIL en termes de sécurité, parce que on se rend bien compte que l'enjeu n'est pas pris par non seulement les responsables juridiques des sociétés, mais surtout, je dirais, la direction générale de ces grands groupes, et a fortiori souvent les petites entreprises, au bon niveau. Bonsoir, Xavier Lefebvre. Vous nous avez donné quelques orientations du futur règlement européen. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir accès à un draft pour essayer d'anticiper au maximum ce règlement et dès aujourd'hui l'intégrer dans nos projets? Merci. Bien sûr. Le draft, vous l'avez sur le site de la Commission, vous l'avez au Parlement européen, sur le site du Parlement européen, sur le site de la CNIL, vous trouverez toute une série d'informations sur le sujet. Je dirais que schématiquement, c'est un projet qui change, je dirais, le modèle de régulation. Jusqu'à présent, la régulation des données personnelles, encore une fois, elle était construite sur du contrôle a priori et très peu de sanctions. Demain, la régulation des données personnelles en Europe sera construite, sera opérée sur un niveau de sanctions beaucoup plus important que celui que nous avons par exemple en France, et par la construction d'une nouvelle couche de responsabilisation des acteurs, qui est donc cette couche d'accountability. Et donc, pour se préparer au règlement de demain, il faut que les responsables de traitement construisent ces outils d'accountability, c'est-à-dire concrètement quels sont les dispositifs internes à l'entreprise, les process, les schémas de formation permettant à celle-ci d'intégrer finalement cette vigilance de données personnelles. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet de règlement, c'est que l'Europe essaie de regagner aussi sa souveraineté sur le plan des données personnelles. Et il y a une disposition du texte qui finalement n'a pas été tant commentée que ça dans la presse et qui pourtant est absolument fondamentale, qui consiste à dire, si vous êtes une société internationale, même si vous n'avez pas d'établissement en Europe, et que vous êtes localisé à Palo Alto, à New Delhi, ou que sais-je encore, vous êtes soumise au droit européen dès lors que vous offrez un bien ou un service à un résident européen. Et ça, pour nous, régulateurs, si vous voulez, c'est
une avancée considérable. Parce que dans les discussions que nous avons avec ces grands acteurs de l'Internet, la première chose qu'ils nous disent, c'est le droit européen ne nous est pas applicable. Et donc demain, on leur dira, dès lors que vous ciblez un consommateur européen, vous êtes soumis au droit européen. Jean-Pierre Tebim, on parlait tout à l'heure du droit à l'effacement des données. On a obtenu un droit à l'oubli pour Google pour les pages qu'il référence. Est-ce qu'on peut obtenir un jour, vous pensez, le droit à l'effacement des données, une remise à zéro du profil finalement? Alors, le droit à l'effacement des données, existe déjà dans la loi de 1978 et dans la directive de 1995. Le droit à l'oubli, qui a été obtenu par Google, en fait, il n'a pas été obtenu. On a juste, le juge européen a juste dit à Google, donc vous êtes un responsable de traitement, comme les autres, comme un site internet, comme un responsable de journal, comme un marchand électronique. Vous êtes un responsable de traitement, et en tant que responsable de traitement, vous devez répondre à cette demande d'effacement ou d'opposition. Encore une fois, ce sont des droits qui existent déjà, qui sont formulés par un individu. Et chez vous, ça se traduit par le déréférencement. Et ce droit, il est quand même... ce qui s'est passé sur ce droit au déréférencement, c'est incroyable. C'est-à-dire que la décision de la Cour, elle date de avril ou mai, je me souviens très bien. Et en 2 mois, il y a eu 150 000 demandes qui se sont mises en place. Donc ça veut dire que ce dont on parle, qui est cette attente des individus de récupérer de la maîtrise de leurs données, on l'a vu concrètement à travers le fait qu'ils se sont emparés de ce droit au déréférencement. Donc je crois que c'est quelque chose de... C'est un moment important dans la prise de conscience par les individus de ce qu'ils peuvent demander aux acteurs. Et on va voir comment est-ce que Google, en fait, y répond. Parce que les autorités européennes ont travaillé ensemble pour élaborer des guidelines et des critères permettant d'unifier à travers toute l'Europe la manière dont nous réfléchissons, nous, autorités, sur justement ces décisions de déréférencement. Ça va être intéressant de voir comment est-ce que Google, souscrit ou se sépare de cette approche européenne. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà et demander un droit à l'effacement, encore une fois, de toutes les données qu'on a sur nous? On ne peut pas aller au-delà parce que, encore une fois, ce droit existe déjà à certaines conditions dans le cadre juridique actuel. On retrouve les questions qui sont posées là. Cette question-là, puis après madame au centre. Je termine là. Oui, vous avez parlé du droit à l'effacement et du droit à la portabilité ou transportabilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par obligation d'égalité des citoyens, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une législation qui assoirait le droit à l'invisibilité, au lieu que ça soit l'absence de tracking est aujourd'hui l'apanage des geeks et des spécialistes des plugins Mozilla et ainsi de suite. Est-ce que l'égalité des citoyens européens n'implique pas que le législateur tranche en la matière? Alors, je crois que c'est une idée qui... Pourquoi pas, mais il faut que vous assumiez aussi toutes les conséquences liées à ça. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, il est construit sur nos données. On vous offre, dans bien des cas, des services gratuits, en fonction des données qui sont collectées sur vous. Donc, si, collectivement, nous décidons une invisibilité, c'est-à-dire, dans le fond, le fait qu'on ne collecte pas les données sur nous, il faut être prêt, collectivement, à assumer la conséquence de ce choix.
C'est-à-dire que des services qui sont aujourd'hui gratuits deviennent demain payants. Encore une fois, il y a matière à débat, mais il ne faut pas penser qu'on peut avoir les services gratuits et aucune donnée. Ça serait trop simple. En fait, on paye bien nos données, bien sûr. Donc, je crois qu'il faut bien avoir tous les paramètres, vous voyez, du choix. Mais cette question de l'invisibilité, elle commence effectivement à susciter des discussions, voire de l'innovation. Il y a quelques semaines, je rencontrais une personne qui rentrait une réunion de designers de la mode et qui me disait actuellement on travaille, alors bien sûr c'est des prototypes, mais ça montre bien l'attente sociale, on travaille sur des capes d'invisibilité. Certains, je suis sûre, connaissent dans quel contexte ces capes existent, mais l'idée que des vêtements puissent vous faire échapper à un traçage. Et dans la science-fiction, il y a des tas de livres autour de ça. Donc, je crois que ça illustre bien que le curseur, il est probablement en train de bouger. Et on a des attentes collectives qui mûrissent avec des personnes qui se disent « Oui, dans certains cas, j'accepte d'être tracé parce que finalement, j'en ai un retour qui me satisfait. Dans d'autres cas, peut-être que non. » Vous voyez, il y a une donnée qui est une donnée très très convoitée par tous les gens du business, qui est la donnée de géolocalisation. Nous avons fait beaucoup d'études, et encore récemment sur les applications mobiles, sur la géolocalisation. Et en fait, dans toutes les applications que nous avons travaillées en collaboration avec INRIA, en fait, à peu près 80% de ces applications demandent accès à la géolocalisation. Et pourtant, c'est une donnée ultra sensible, la géolocalisation, parce qu'elle dit tellement de choses de vous. Et donc, peut-être qu'il y a des personnes, vous voyez, qui veulent croiser leurs données de géolocalisation avec l'ensemble des applications accessibles sur leur téléphone mobile. Peut-être d'autres que non. Peut-être qu'un troisième aura plus de difficultés à mettre les données qui sont algorithmées dans Gmail, dans sa messagerie électronique, et voudra faire en sorte que ces données-là ne fassent pas partie de la mutualisation des données opérée par Google. On a chacun des choix qui vont être différents. Ce qui est important, c'est qu'on puisse chacun faire ses choix différents. Or, aujourd'hui, ça n'est pas possible. La géolocalisation est activable ou désactivable. Oui. Voilà. Alors, une question de M. Leblanc, et puis ensuite on aura Madame qui était dans le mandat. Oui, bonsoir, Emmanuel Leblanc. J'ai une question. Nous parlons beaucoup des acteurs privés ce soir, mais quid des acteurs publics, et en particulier des collectivités locales. Je comprends qu'a priori tout ça s'appliquera aussi aux collectivités locales. Mais comment voyez-vous les choses, en particulier dans leur rôle de gestionnaire de l'espace public, également dans les missions qu'elles délèguent à des acteurs privés, comment c'est que ce sont réalisés? Alors, effectivement, je crois que les collectivités locales, elles ne veulent pas être en marge de cet environnement des données. Et elles veulent, elles aussi, pouvoir utiliser les données pour fournir des services à leurs habitants de la même manière, enfin plus personnalisée et plus adaptée. Et vous savez qu'il y a tout un... Et je dirais que sur une évolution de ce type, on n'a rien à dire. La seule chose, c'est qu'elles doivent respecter le droit, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes soient informées, dans certains cas elles puissent consentir, etc. Il y a tout un mouvement très intéressant autour des acteurs publics, autour de l'open data. Et l'open data, c'est le fait qu'on essaye de faire en sorte que les données publiques qui sont collectées par toute une série d'acteurs publics puissent être utilisées et utilisables par d'autres pour des services publics ou privés très innovants, etc. Et donc vous savez que les gouvernements, les pouvoirs publics ont lancé une politique très ambitieuse en termes d'open data. Alors évidemment, dans certains cas, il y a des données personnelles dans l'open data.
Et nous sommes en train de travailler avec Etalab pour faire en sorte que toute la politique d'open data, qui encore une fois va dans le sens, je dirais, de la République numérique, du fait que tout le monde a accès à cette information, bien que je dirais que cette politique d'open data ne se retourne pas contre les citoyens, vous voyez, et que des données très sensibles, par exemple des données judiciaires ou des données de santé, puissent tout d'un coup être récupérables par les acteurs privés dans n'importe quelle condition. Et donc en fait on est en train d'élaborer une sorte une brique vie privée, protection des données personnelles, dont les licences de réutilisation de données qui commencent à être élaborées par Etalab, de manière à ce que justement on ait une politique de l'open data qui soit encore une fois plus robuste parce que respectueuse de la protection des données personnelles. Donc vis-à-vis des collectivités locales, comme vis-à-vis des acteurs privés, nous on est beaucoup dans une politique d'accompagnement et je crois, de facilitation en tout cas. Une question Twitter avant de passer à la question de madame. Le secret des affaires ajouté en douce à la loi Macron, donc c'est tout récent, c'est aujourd'hui, ne va-t-il pas gêner les affaires de la CNIL, enfin l'édition de la CNIL? Bah, effectivement, je dirais la protection des données personnelles, c'est pas qu'elle s'arrête, mais enfin elle peut être handicapée par un certain nombre de secrets. Donc sur ces dispositions de la loi Macron, on va les regarder avec soin, mais on essaye de trouver, je dirais, une ligne qui n'est pas toujours évidente entre protection des données, protection du secret médical, protection du secret des affaires, et de voir comment est-ce que l'on peut développer, je dirais, l'action de la CNIL entre ceci. Mais apparemment, c'est un peu compliqué. Bonsoir, Sarah Wallon. Justement, vous avez parlé de l'open data et en particulier dans la santé. J'ai l'impression qu'on assiste à une situation un peu à deux vitesses, où d'un côté on a, c'est vrai, des lois, une protection très forte pour protéger les données et des équipes de recherche frustrées parce qu'on n'arrive pas à accéder à ce qui pourrait avoir énormément de valeur pour la santé des populations. Et de l'autre côté, on voit apparaître toute cette masse d'applications sur sa santé, son bien-être. Alors il y a beaucoup de termes pour ça. Et donc des acteurs privés qui sont placés, soit en Europe, soit aux États-Unis, et qui commencent à collecter un nombre de données par l'intermédiaire des individus eux-mêmes qui ont conscience ou pas de ce qu'ils sont en train de collecter. Et du coup, voilà, on est face à cette situation paradoxale. Et comment la CNIL peut aider justement pour ouvrir toutes ces données à la recherche et voilà, aux acteurs qui en feraient une utilisation parfaitement anonyme et purement statistique pour des analyses. Bien sûr, et c'est une orientation que la CNIL a prise déjà depuis longtemps. Le fait de pousser à l'ouverture de ces données de santé, et notamment de la fameuse base du SNIRAM, qui est une base d'une qualité exceptionnelle qui nous est enviée par je dirais, tous les observateurs de ce secteur. Et c'est bien la CNIL qui, par les demandes d'autorisation d'accès aux données qui ont été faites dans les 7 ou 8 dernières années, qui progressivement a aidé et a donné les conditions d'un déverrouillage progressif de ce SNIRAM. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement aller au-delà, et le projet de loi actuel vise à cela, hein, c'est-à-dire de ne pas raisonner au cas par cas, voyez, mais d'avoir une vision de ces bases de données médico-sociales qui soit effectivement plus globale et qui permette un accès facilité aux chercheurs. C'est l'orientation du projet de loi. Hein, donc je crois qu'on va dans ce sens, et nous avons accompagné le travail des équipes de Marisol Touraine pour aller aussi en ce sens. Alors, plus généralement, cette donnée de santé, nous, on est quand même prudents par rapport à cette donnée. Parce qu'il y a des convoitises très fortes sur ce marché de la donnée de santé. Et effectivement, avec tous les objets connectés, les montres, les capteurs, les balances, etc., et le jeu que certains entretiennent autour de l'utilisation de ces objets. C'est un jeu, c'est-à-dire que les uns, nous autres, nous jouons
avec ces bracelets qui comptent nos pas, qui comptent notre respiration, nos rythmes de sommeil, etc. Il y a un côté ludique là-dedans. Donc les individus, finalement, participent tous à ça. Mais le problème, c'est que la sécurité de ces données est quand même, je dirais, n'est pas assurée, disons-le comme cela, nécessairement dans tous les cas. Et ensuite, la question est de savoir qui a accès à ces données. Est-ce que, dans le fond, on est très content, l'exemple de l'assureur ayant accès à votre bracelet comptant vos pas ou votre rythme alimentaire, peut-être que ça ne vous pose pas de problème, mais encore une fois, peut-être que quelqu'un d'autre ne voudra pas cela. Donc, sur ces données de santé qui font l'objet d'une protection juridique particulière en droit français et en droit européen, nous accompagnons l'ouverture des données pour permettre effectivement des actions préventives, de la recherche, etc. Mais nous sommes également très vigilants sur la protection et sur les conditions d'utilisation de ces données pour éviter que nous ne nous réveillions pas les uns les autres un jour en se disant « mais mon Dieu, c'est des données de notre corps ». Et voilà, nous n'avons plus aucune maîtrise dessus. Une question là-bas, puis je vais demander à Gérard Russet, Bernard Duverneuil, Joachim Frère de nous rejoindre pendant la question, de nous rejoindre sur la scène, parce qu'il faut, voilà, on va essayer de tenir tout dans le timing, on a encore une dizaine de minutes. Voilà, on va voir la question de Philippe. Bonjour, on a beaucoup parlé des données, mais relativement peu des traitements qui en sont faits. Moi, je me balade sur Internet depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai l'impression qu'en ce qui me concerne, les données doivent être disséminées un peu partout et qu'il est un peu tard pour aller les récupérer. En termes de liberté individuelle, je suis plus soucieux finalement du traitement qui pourrait en être fait que de savoir si quelqu'un y a accès de façon légale ou frauduleuse. Quelle est la position de la CNIL qu'est-ce que vous préparez éventuellement sur le fait que voilà, des algorithmes soient éthiques ou non, qu'ils soient frauduleux ou pas, et est-ce qu'il faut faire évoluer le droit de ce côté-là? Alors, c'est une question je dirais, difficile, et qui a fait partie de l'offensive anglo-saxonne de lobbying autour du projet de règlement. Les anglo-saxons ont fait un lobbying considérable sur ce projet de règlement par voie d'amendement, etc. Mais ils ont fait aussi un lobbying, je dirais, conceptuel et intellectuel, en disant, dans le fond, tout cet univers qu'on vient de décrire, c'est un univers pour lequel les principes traditionnels européens, français en particulier, sont probablement inadaptés. Le conseiller d'Obama, M. Podesta, qui a été mandaté par le président américain pour faire un rapport sur le big data, dans le fond, son objectif, c'était quand même ça. Et alors il disait, oui, finalement, ce que vous venez de dire à l'instant, les données sont partout. Le principe qui est le principe cardinal européen, on collecte une donnée pour une finalité, il est clair que ce principe est dépassé, puisque dans le fond, avec le big data, on croise à l'aveugle des données, donc on ne sait justement pas la finalité, puisque ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire apparaître à l'aveugle des corrélations pertinentes. Quant au consentement, le consentement, comment consentir, alors que finalement l'écosystème global, il est très opaque et on ne le comprend pas, on ne sait même pas exactement son architecture. Et donc, nous avons, au niveau des autorités européennes, essayé de se dire, après tout, peut-être ont-ils raison. Peut-être qu'il faut revoir nos principes. À ce jour, moi je n'ai pas de réponse définitive à dire sur cette question. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont été effectivement confrontés aux demandes de responsables de traitement, de secteurs industriels, d'individus, de développer des traitements, des applications, la plasticité du droit actuel permet de répondre. Je dirais, on a les outils
On peut utiliser une donnée pour un traitement ou une utilisation compatible, proche. Donc, en fait, on n'est pas nécessairement enfermé dans une approche, je dirais, intellectuelle qui nous interdirait de faire des choses. Donc, pour le moment, l'ensemble des autorités de protection des données, et pas simplement la France, y compris les Britanniques, les Irlandais, etc., considèrent que les outils qui nous sont donnés sont des outils qui permettent quand même de répondre à la plupart des problèmes posés. Et par rapport à votre question particulière, le droit des individus devant cependant être considérablement renforcé. Oui, mais ils sont renforcés par un droit d'accès qui devrait être plus important, un droit à l'oubli qui doit être réel, un droit à la portabilité, une transparence que n'offrent pas aujourd'hui les acteurs, enfin les responsables de traitement, qui devront offrir demain. Vous voyez, tous ces éléments permettant in fine d'arriver à un résultat satisfaisant. Pour le moment, on en est là. Alors, on va prendre une dernière question dans la salle de monsieur. Un petit mot de chacun, et puis on va conclure pour rester vraiment dans notre thème. Monsieur. Je me demandais si en fait il ne s'agissait pas aussi d'une question d'éthique, mais donc maintenant qu'il y a eu des labels finalement écologiques, socialement responsables, est-ce que vous avez imaginé créer un label finalement sur le côté responsable, l'usage responsable des données, pour encourager justement les sociétés commercialement, marketingement, à respecter un certain nombre de critères du respect de la confidentialité des données? Alors, c'est ce que je disais il y a un instant, oui. La démarche de label est très exactement au cœur de cette rénovation de la CNIL. Et on a un label, cette gouvernance des données, qui est exactement ça. C'est-à-dire, finalement, si vous avez une gouvernance interne des données qui correspond aux exigences du label, votre entreprise est une entreprise qui respecte l'éthique des données et donc elle est éthiquement responsable au regard de la protection des données. Donc ça, je crois vraiment que effectivement, c'est tout à fait un chemin et un levier qui va se développer dans les années à venir. Oui, j'y crois beaucoup. Joachim. Oui, il y avait un point qui me semblait intéressant de souligner, c'était, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, c'est tout ce qui est relatif à la partie formation et éducation. Parce que ce que l'on voit, et je cite un exemple pour les entreprises, en termes de protection des données personnelles, il y a des cycles de formation qui sont en train de se monter, qui existent. Il y en a notamment un qui est l'exécutif certificat Big Data pour l'entreprise numérique qui a été monté par la formation continue centrale Supélec. Donc c'est quelque chose qui se structure avec un module dédié aux aspects juridiques associés. Donc on voit qu'il y a des choses qui se structurent. Mais il me semble que pour les particuliers, c'est tout aussi un enjeu important. Et autant on voit bien que la collecte des données personnelles devient un actif financier pour les entreprises, autant je ne suis pas du tout certain que les jeunes et les moins jeunes soient conscients de ça. Et en tant que parent d'adolescents, je n'ai pas du tout le sentiment que dans la formation dans le secondaire, on sensibilise les élèves à ces problématiques et qu'on les rende conscients du fait que quand ils vont sur des sites internet qui ont l'air gratuits, en réalité ce sont leurs données personnelles qui sont la donnée seulement trébuchante, et donc je pense qu'ils n'ont pas du tout conscience qu'ils devraient gérer ces données personnelles au même titre qu'ils le font avec leur porte-monnaie. Et du coup, je ne sais pas si la CNIL là-dessus a des actions, vous en avez cité quelques-unes, mais je n'ai pas le sentiment que ça se traduise à ce jour, dans les faits, en termes de formation dans le secondaire, par quelque chose, une appropriation ou une sensibilisation à ces sujets. Alors nous, on a beaucoup d'actions à destination, je dirais, des jeunes, du public scolaire. On a un site internet spécifique avec toutes, je dirais, des supports pédagogiques à destination de cette population. Mais vous avez raison, c'est une population qui est très experte techniquement de l'internet, mais qui n'est pas du tout experte, je dirais, de tout cet écosystème, de ce que ça veut dire effectivement d'avoir un cookie, d'être finalement dans cette citoyenneté, dans cette civilité numérique. Donc, ça fait longtemps que nous nous sommes rapprochés de l'éducation nationale pour leur dire, vous ne pouvez pas faire simplement un brevet, je ne sais plus quel est exactement le nom, B2I ou C2I, il y a des modules qui existent, mais qui sont des modules très insuffisants par rapport à ce qui existe, ce qui serait nécessaire. Et ça
fait longtemps que nous avons proposé à l'Éducation nationale, sans que ça se traduise aujourd'hui par des faits, on lui a proposé en fait de réinventer l'éducation civique à l'aune des usages du numérique, parce que le numérique est une opportunité formidable de parler des grands principes, je dirais, républicains. Je peux tout dire sur Internet, est-ce que effectivement je dis tout sur Internet? C'est malheureusement un sujet d'une actualité brûlante. Qu'est-ce que veut dire le respect sur Internet? Qu'est-ce que veut dire un ami sur Internet? En réalité, on peut, à travers les usages du numérique qui sont des usages très proches des jeunes, parler de toute une série de valeurs et de principes démocratiques. Donc nous avions proposé ceci depuis encore une fois longtemps à l'Éducation nationale. Pour le moment, on n'a pas eu gain de cause. Peut-être que ça va avancer. Bernard Duverneuil, l'association des conflits techniques. Bonsoir, merci de votre intervention. Je souhaiterais revenir sur un point. J'ai bien entendu que vous étiez dans une position plus d'accompagnement des entreprises, et je pense que les entreprises apprécieront une évolution en ce sens et un dialogue plutôt en amont et en anticipation des difficultés que peuvent poser évidemment la confidentialité. Mais de la même façon qu'on avait une question d'apprentissage ou de maturité des individus, on a aussi une question de maturité des entreprises. Est-ce que vous percevez une évolution de la maturité des entreprises en ce sens, qui vous aiderait à accompagner un peu plus, à aller plus dans l'accompagnement des entreprises, plus exactement, puisque une entreprise a conscience que faire n'importe quoi avec les données de ses clients, c'est aussi préjudiciable à terme. Une évolution, je pense, de la prise de conscience de ces entreprises. Est-ce que vous le percevez ou est-ce que c'est timide? J'ai bien peur que ça ne soit timide. Non, écoutez, je crois effectivement que l'impression que nous avons acquise, c'est que la courbe d'apprentissage, sa pente est quand même relativement faible, et que, bien sûr, il y a les grands groupes qui ont des équipes juridiques, techniques, marketing importantes qui sont confrontées à ces sujets, mais dans bien des cas, pour des entreprises de taille moyenne, la prise de conscience n'existe pas. Et en plus, on a maintenant une nouvelle population qui entre de plein fouet dans le numérique et qui est fondamentalement utile pour le numérique, ce sont les start-up. Et les start-up, je dirais, sont loin de ces préoccupations-là. Donc, c'est vrai que dans le cadre du collectif sur l'éducation numérique, nous avions beaucoup de représentants d'entreprises et un des projets était de mettre en place une sorte de test de maturité numérique. Ce test n'était pas parfait, mais il permettait en tout cas le début d'une prise de conscience qui pouvait être vraiment très largement partagée par les entreprises. Donc, c'était intéressant en tant que tel, et je crois effectivement qu'il y a un effort auprès des entreprises, et encore une fois, pas simplement des grandes, de sensibilisation à ces questions. Et il y a beaucoup de lieux qui peuvent le faire, et nous, on essaye de créer des liens avec les fédérations professionnelles, on a une convention avec l'association des grandes écoles, donc je dirais, on a vraiment la capacité de faire passer les messages, mais ces têtes de réseau, il faut qu'elles puissent aussi faire passer l'information, qu'elles mobilisent leur réseau. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne va pas assez vite. Dernier mot, Gérard. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention qui était très très claire. Vous avez parfaitement présenté le paradoxe entre la volonté de service qu'on peut avoir et la volonté de protection de ces données. Effectivement, ce n'est pas simple de gérer ce curseur. Alors, on a évoqué dans l'entreprise, on a évoqué les jeunes, au niveau du citoyen. On parle beaucoup de simplification administrative. Et typiquement, pour la simplification administrative, il faut être capable de croiser des données, de permettre à certaines administrations de croiser des données. Or, aujourd'hui, il y a quand même des règles strictes, même le numéro de sécurité sociale, qui est un peu notre fiche d'identité numérique, est quand même réservé à certaines administrations, voire même qui ne peuvent pas échanger entre elles. Donc là, si un jour on veut déjà, en tant que citoyen, avoir simplifié son environnement, est-ce qu'on n'est pas aussi sur une contradiction qu'on a du mal à dépasser? Vous savez, on fait toujours souvent, ce procès à la CNIL
de dire finalement c'est la CNIL qui empêche les interconnexions, les simplifications de fichiers ou de formalités. Mais c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas d'exemple de cas concrets, pas théoriques, mais de cas concrets qui ont été proposés à la CNIL dans lequel, pour des raisons précises, une demande d'interconnexion était faite entre des fichiers pour lutter contre la fraude, pour faire un meilleur scoring, etc., où la CNIL ait dit non. Donc, si vous voulez, la CNIL, ce n'est pas une théologie, c'est une institution qui travaille à partir de principes, mais au cas par cas, en fonction des conditions précises et des modalités précises d'utilisation des données. Donc je crois que sur l'interconnexion, il n'y a pas de débat. Nous, on n'a pas d'a priori, tout dépend des conditions et des finalités. Encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple où on est du non. Pour ce qui est de la simplification, je crois que la simplification administrative, elle est absolument impérative, y compris pour la CNIL. Et nous avons des procédures qui sont encore trop compliquées. Ce n'est pas nous qui les avons faites, elles sont dans la loi. Mais résultat, elles gênent par des déclarations, des autorisations, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, etc. C'est compliqué. Depuis quelque temps, nous simplifions à travers des autorisations uniques ou des déclarations, je dirais simplifiées, tout ce formalisme a priori. Et moi j'y tiens beaucoup, parce que je crois que dans bien des cas, ce formalisme n'apporte pas grand-chose en termes de valeur ajoutée pour le régulateur, et en revanche, il handicape un certain nombre d'entreprises ou d'acteurs. Donc, nous sommes résolument engagés dans un mécanisme de simplification des formalités à la CNIL, et je dirais que faisant ceci, on prépare aussi le règlement européen, puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, on va alléger considérablement les formalités. Très bien, il nous reste à vous remercier au nom des associations Supélec, Centrale, HEC et Félix et Pudena de nous avoir accueillis dans cet amphithéâtre. Merci beaucoup d'avoir été... Je prie d'excuser par avance, il y avait plusieurs tweets, on n'a pas pu prendre toutes les questions, enfin, on a débattu de beaucoup de points, et puis je crois qu'il y a un cocktail qui vous attend à la sortie en tout cas. Merci beaucoup, excellente soirée, et merci pour vos questions.